Karine Safa, Flora Fischer et Zona Zarik, que je remercie infiniment de se prêter au jeu de cette petite digression philosophique. Alors, nous allons démarrer avec Karine Safa. On peut chercher sa place en s'inspirant du passé, dites-vous. C'est ce que vous nous invitez à faire avec la période très riche et agitée de la Renaissance. Vous dites qu'on peut y trouver des repères forts pour aujourd'hui. Lesquels ? Alors tout d'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est que la Renaissance représente beaucoup de similitudes avec notre époque, et c'est peut-être ça qui la rend si attachante et si intéressante pour nous aujourd'hui. La Renaissance est une période de crise, c'est un monde ancien qui bascule. Toutes les anciennes structures politiques, sociales, religieuses, intellectuelles s'effondrent. Donc voilà, c'est un monde qui ressemble beaucoup au nôtre. Et si on voulait noircir un petit peu plus le tableau, on pourrait rappeler que plus du tiers de la population européenne avait été décimée par la peste noire à la veille de la Renaissance. Donc c'est dire que l'environnement était profondément perturbé. Donc il faut imaginer l'homme de ce temps-là dans le grand désordre du monde, dans une sorte de chaos existentiel. Et je pense... Oui. Je pense qu'il y a un acte de volonté fondateur. L'acte, non plus de subir le monde, ce qui était un petit peu le cas de l'homme du Moyen-Âge, qui était voué à la contemplation, mais la volonté d'agir sur ce monde, de le façonner, de créer des formes d'une beauté infinie dans ce chaos environnant. Et donc l'homme va se réinventer en libérant ses forces créatrices. Donc il faut voir les luttes d'un Michel-Ange, par exemple, avec la matière, comme une lutte pour la vie, une lutte pour la survie. Donc il y a une force de créativité, d'innovation sans précédent qui nous interpelle à travers les âges. Et aussi un autre élément essentiel qui vient contrebalancer cette tentation de toute puissance de cet homme créateur, de cet homme agissant de la Renaissance, et c'est l'humanisme. L'humanisme qui est lié à une confiance fondamentale en l'homme et dans le monde. Cet humanisme qui est porteur d'un esprit d'ouverture exceptionnel, un esprit d'exploration, un esprit de conquête, qui a été une très grande respiration dans l'histoire européenne, ce vent qui se lève. Justement, on avait une foi absolue dans le progrès, comme vous dites, parce que ça reposait sur un triptyque très solide, qui était la science, la technique et la raison. Alors la science et la technique, aujourd'hui, n'ont jamais été aussi éblouissantes. Mais pourtant, notre époque postmoderne a la gueule de bois. Qu'est-ce qu'on a perdu en chemin ? C'est la raison ? Oui. Alors c'est vrai que les hommes de la Renaissance avaient la foi. Ils croyaient dans le progrès, ils croyaient en l'homme et dans sa capacité à transformer le monde pour le meilleur. Et aujourd'hui, oui, nous ne croyons plus au progrès. Bon, sans doute parce que nous avons fait l'expérience de la barbarie qui a surgi au cœur même de nos civilisations. Mais est-ce une raison pour ne plus croire au progrès, pour ne plus croire en l'homme et en l'aventure humaine ? Est-ce que nous allons céder toute la place à la peur ? Et les dystopies qui prolifèrent en ce moment contribuent à alimenter ce climat de peur, à installer le règne du soupçon, l'idée que finalement nos technologies seront l'instrument de notre propre perte. Donc est-ce que nous allons céder la place à la peur ? Au contraire, se dire que l'avenir nous appartient et que les technologies, nos nouvelles technologies seront finalement ce que nous voulons en faire. Donc je pense que dans le sillage des hommes de la Renaissance, c'est très important de continuer à croire au progrès. C'est une forme de résistance dont nous avons besoin. Et il va d'ailleurs de la responsabilité du philosophe de réfléchir à l'inflation du terme d'innovation, sur ce qu'elle recouvre. Pourquoi l'innovation a-t-elle remplacé le terme de progrès ? Est-ce que c'est une forme d'esquive ? Est-ce que, plus grave encore, est-ce que c'est une forme de démission, de servitude volontaire ? Donc il faudrait remettre le progrès au cœur de nos innovations. Est-ce que nos innovations sont porteuses de progrès ? Et qu'est-ce que le progrès d'ailleurs ? Je ne pense pas qu'on puisse apporter une réponse satisfaisante à ce genre de questions en faisant l'économie de l'homme, de l'humain. Ce que semblent vouloir faire les transhumanistes, par exemple, avec leur quête d'immortalité. Alors, juste une dernière chose pour terminer. Par rapport aux transhumanistes, nous ne l'aurons pas. Ça fait partie de la nature de l'homme de vouloir inscrire sa vie dans une forme d'éternité. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est plutôt la sacralisation de la technologie au détriment de l'homme. Alors vous me disiez très justement, est-ce qu'on n'aurait pas perdu la raison en chemin ? Je ne sais pas si on l'a perdue, mais en tout cas, il y a ce risque toujours latent de simplifier la raison, de la mécaniser, d'en faire une machine qui perdrait son autonomie. Et donc,
En tout cas, on constate ici que cette raison, on la cherche. Donc, restons positifs. Et il y a un mot, je ne sais plus qui il est, qui est de dire c'est pas la question de devenir transhumain, mais très humain. Et voilà. Il y a quand même un changement important, c'est qu'on est passé de la manufacture, donc l'intelligence de la main, à la cerveau-facture. Qu'est-ce que les contemporains de la Renaissance auraient dit de cette disparition du faire, F-A-I-R-E, avec les mains, j'entends. Cette disparition du faire, donc le fait de vivre dans ce monde plutôt dématérialisé. De cette dématérialisation en fait. Voilà. C'est une question difficile, mais c'est intéressant de se la poser. Je pense que les Renaissances auraient trouvé notre monde dématérialisé assez terrifiant. Parce qu'à la Renaissance, il y a une forme de consistance du monde, de densité, tout est lié. Il y a une grande chaîne des êtres qui va du ciel à la terre et qui se développe de manière ininterrompue. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la Renaissance, l'esprit se développe dans la matérialité même de ce monde. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'un monde dématérialisé, pour eux, aurait été un monde sans point d'appui, un monde qui irait à la dérive si on ne se ressaisissait pas très vite pour créer du lien d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est intéressant de rappeler que le dernier livre du grand philosophe italien du XVIe siècle, Giordano Bruno, s'intitule « Du lien ». Et donc, il faut être vigilant et veiller à ce que notre univers numérique ne nous délie pas trop. Cela dit, c'est intéressant, vous parliez de la main, de l'intelligence de la main. Il y a des choses tout à fait étonnantes chez Giordano Bruno sur la main, qui est pour lui ce qui fonde l'homme. Ce qui fonde l'homme, ce n'est pas le cerveau, c'est la main. Et la main n'est pas un instrument au service de l'intelligence, elle est l'agent qui rend intelligent. Et donc, si nous perdons de plus en plus l'usage de la main, c'est embêtant. De son point de vue, il y a un virage anthropologique qui serait pris. Alors vous dites que le défi, c'est de se réapproprier l'utopie, le courage d'oser. Alors nous serions donc en panne du désir, du vouloir, dont parlait Vincent Cespedes, je crois, dans un des derniers forums ici. Est-ce que la Renaissance avait vraiment plus d'audace qu'aujourd'hui ? Ils avaient l'audace parce qu'ils avaient la foi. Ils croyaient en leur bonne étoile. Et puis la Renaissance, c'est l'âge d'or des utopies. Ce n'est pas par hasard. L'utopie nous dit quelque chose des hommes de ce temps-là. Il y a cette volonté d'aller au-delà de soi-même, de forcer le destin, de repousser les limites du monde connu et de se projeter aussi dans un ailleurs qui n'existe pas encore pour le faire advenir. L'utopie, c'est ce qui porte nos espoirs. Et c'est pour cette raison que c'est très important que nous ne voyons pas nous-mêmes dans l'utopie une norme ou un programme. L'utopie, c'est une école de la nouveauté, de la découverte, de l'expérimentation. Michel-Ange était un débutant lors de la Chapelle Sixtine, vous disiez, et il y avait une forme d'audace incroyable à l'époque. Oui, tout à fait. Ils avaient cette capacité que nous avons tendance à perdre de vue aujourd'hui, à miser sur le potentiel plutôt que sur les qualifications. Michel-Ange, tout à fait, qui avait été recruté alors qu'il était un illustre inconnu, ou encore Brunelleschi, qui avait remporté le fameux concours pour la construction du dôme, alors qu'il était orfèvre de métier et non pas architecte comme ses compétiteurs. Mais pour revenir sur l'utopie, j'aimerais justement dire qu'un Thomas More, par exemple, toute son audace, c'est de nous avoir montré, à partir de l'Angleterre profondément inégalitaire qui est la sienne, une société plus juste, plus solidaire, où l'homme vit en harmonie avec son milieu, où il ne se laisse pas écraser par son travail. C'est Thomas More qui a imaginé la journée de 6 heures de travail pour que les utopiens aient le temps d'éduquer leur esprit, de cultiver leur esprit critique, qu'ils aient le temps aussi de développer l'amitié. L'amitié est très importante chez Thomas More. Elle joue un rôle politique. Il n'ira pas jusqu'à en faire une loi, une obligation comme chez Saint-Just, mais elle est ce qui rassemble. Et je trouve que c'est beau d'imaginer un monde fondé sur l'amitié. Passer de la société du bien à la société du lien. La formule n'est pas de moi, mais elle est très belle. Alors Flora Fischer,